Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois Laurent Braillard pour faire un point sur le conflit russo-ukrainien, tant sur le plan militaire que diplomatique, en revenant sur les dernières actualités de ce début d'année 2026. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Monsieur Braillard, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous et merci de l'invitation encore. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le conflit russo-ukrainien en ce début d'année 2026. Qu'est-ce qui se passe actuellement et depuis le début de l'année sur le plan militaire et diplomatique? Alors justement pour commencer, sur le front militaire, après presque 4 ans de guerre maintenant, est-ce qu'on assiste début 2026 à une stabilisation durable des lignes de front ou plutôt à une guerre d'usure sans perspective de percée décisive? En réalité, la réponse, c'est que le front, c'est une guerre dont la nature a des points communs avec la guerre 14-18. Donc en réalité, le front, comme on le voit depuis 2022, en 2022, il y a eu un aspect guerre de manœuvre, avec la bataille de Mariupol, avancée profonde, en profondeur des troupes russes, ensuite repli stratégique de la Russie, puis ensuite des batailles tactiques. En réalité, c'est une guerre de position. Donc elle n'a pas nature, avant longtemps, je pense, à ce qu'on voit des grandes manœuvres, les percées sont pas tellement possibles. En 14-18, c'était aussi le cas. Guerre d'attrition, de position. C'est à peu près la même chose, sauf qu'évidemment le front en 14-18, c'est 400 kilomètres sur le front de l'Ouest, hein. Là, on est à 1200 kilomètres, et cetera, et l'occupation du front est très faible en hommes. Donc il y a quand même des trous. Donc c'est pour ça qu'on voit de temps en temps, quelques petites percées. Surtout la nature des armes, donc la guerre des drones, et le fait qu'on ne peut pas faire le moindre mouvement sans être vu, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, fait qu'aucune attaque surprise n'est vraiment possible, sauf vraiment une grande préparation sur des petits objectifs, comme on a vu la percée de Koursk, qui s'est d'ailleurs mal terminée pour les Ukrainiens après, mais voilà, c'est pas, on verra pas de grandes percées avant longtemps. Je pense que le phénomène, de toute façon, fait que, d'ailleurs, toute concentration de troupes serait punie, d'un côté ou de l'autre, dès qu'elle serait repérée. Et on a environ 750 000 Russes contre à peu près 600 000 Ukrainiens, grosso modo, hein. Ce qui fait que les forces en présence, il n'y a pas de, comment dire, de supériorité numérique russe, ou de l'autre côté, bien entendu, qui sont en capacité de pouvoir concentrer des forces pour avoir la supériorité numérique. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, on ne peut avancer que si on arrive à concentrer quand même des hommes sur un point donné. Donc ça, je ne pense pas que ça bougera en 2026 et les années suivantes. Ça va avant longtemps. Cependant, bien sûr, il peut se passer plein de choses. On va en parler. Justement, est-ce que les aides envers l'Ukraine ont changé? On a vu qu'elles étaient plus discrètes déjà du côté américain. L'Union européenne se retrouve aussi débordée par toutes les promesses qu'elle a faites. Est-ce que, selon vous, l'Ukraine dispose encore suffisamment d'armement et de moyens humains par rapport aux Russes, par exemple, pour mener des offensives crédibles, ou est-ce qu'elle est essentiellement sur de la défense aujourd'hui? Pour l'argent, l'Union européenne, enfin les dirigeants européens ont donné plus de 90 milliards d'euros. Ça fait à peu près un an de guerre. Donc on sait que l'Ukraine a l'argent pour une année de guerre à peu près. Donc ça, c'est acquis. Donc 2026, ils ont les finances. Pour les armes, c'est un peu plus compliqué. Cependant, comme je viens de le dire, finalement, le besoin en matériel s'est un petit peu transformé. C'est une guerre de drones. L'Ukraine produit aussi des drones, donc ça se passe aussi clairement ici. Et sur aussi d'autres points, d'autres armements entre guillemets de défense, notamment anti-aérienne, guerre anti-drone, brouilleur, etc. Donc guerre électronique.
On est vraiment sur des matériels qui sont très différents. Par exemple, si n'importe quel pays décidait de redonner des chars à l'Ukraine, bon, les chars, comme on le sait, sont devenus quasiment obsolètes. À peu de choses près, c'est voilà, c'est juste un appui-feu. Donc, au niveau des armes, l'Ukraine aura ce qu'elle faut, enfin ce qu'il faut pour cette année en tout cas. Bien sûr, il lui manque plein de choses, mais bon, chez les Russes, c'est le cas aussi, hein. On est dans un mouvement de poussée technologique sur les drones et sur les robots. Là, tout à l'heure, j'ai publié une petite vidéo, on voit beaucoup de robots apparaître pour des tâches qui sont pas forcément militaires, mais d'approvisionnement, d'évacuation des blessés, robot suicide sur roue qui va exploser dans un bunker, etc. Donc voilà, la nature de toute façon du combat et de cette guerre a totalement changé. On n'est plus sur une guerre conventionnelle comme on pouvait l'imaginer au début du conflit. Donc sur le plan des drones et armements, vous l'avez dit, il y a quand même aussi des évolutions en interne. Et sur le plan humain, ça fait longtemps qu'on relève aussi la question du fait que du côté ukrainien, il manque crucialement d'hommes. Côté humain, justement, comment on peut voir l'évolution? On voit par le TCC, je n'arrête pas d'empiler des vidéos, j'en publie tous les jours une. Et j'en empile, il en apparaît partout. Donc il est clair que l'Ukraine, malgré les déclarations à Paris du président Zelensky sur 55 000 morts, c'est une vaste plaisanterie, l'Ukraine manque d'hommes. Et elle va en manquer de plus en plus, donc elle est obligée de faire cette mobilisation forcée. Pourquoi? Parce que les motivés sont partis, les patriotes, les bandéristes, etc., les militaires, évidemment, de carrière étaient déjà sur le front. Voilà. Maintenant, ce qui reste de l'Ukraine ne veut pas se battre, pour différentes raisons, hein. Donc, il y a des Russes ethniques, il y a des gens qui sont, non, comment dire, sont globalisés. Donc, l'intérêt d'une guerre, de se faire trucider pour l'Ukraine, eux, ils veulent vivre dans la paix, le confort, leur petit crédit, etc. Donc, cette guerre les intéresse pas et surtout, ils voient bien qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Donc, il y a aussi évidemment la survie pour certains d'entre eux. Et donc, l'Ukraine a vraiment du mal avec les hommes. Cependant, encore une fois, elle peut tenir assez longtemps. Il y a à peu près 2 500 000 réservistes, peut-être 3 millions. Voilà, c'est le vivier de l'Ukraine. Bien entendu, tout ce qui était motivé, je l'ai dit, est parti. Donc, ce sont des hommes qu'il faut former. Ce sont des hommes qui sont plutôt ne feront pas forcément des bons soldats, pas tous, hein, mais la grande majorité. Beaucoup de pères de famille, beaucoup d'hommes qui ont plus de 40 ans. Donc, évidemment, c'est très problématique. Alors, le point de rupture, c'est quand les pertes ukrainiennes atteindront un point où la majorité de ces, entre guillemets, mobilisés, non expérimentés, pas motivés, seront plus nombreux que les forces opérationnelles, bandéries, soldats, mercenaires, enfin ce qu'on veut, là, par contre, l'Ukraine sera dans une sale posture. Pour l'instant, elle peut tenir, à mon avis, assez longtemps, mais par contre, il y a un aspect sablier. C'est-à-dire que plus ils mobilisent de force dans la population, plus la population est en colère. Plus le régime, évidemment, est impopulaire, et plus le soutien à cette guerre s'amenuise. Pendant ce temps-là, plus le nombre de TCC, enfin de mobilisés, de raflés dans l'armée est important, moins cette armée est opérative. Donc, bon, c'est un jeu qui peut durer longtemps, mais combien de temps, ça, je ne sais pas. Ça, c'est aussi entre les mains des Ukrainiens. Je parle de la population, hein, parce qu'on commence à voir quand même des résistances assez fortes, notamment à ces mobilisations. Ils ne sont pas forcément pro-russes, ils ne sont pas forcément pour, comment dire, faire la paix avec la Russie, mais surtout, ils ne veulent pas mourir pour l'Ukraine. Donc, on est dans un paradoxe là, un petit peu. Et d'un point de vue plus diplomatique, si on prend le cas de l'Union européenne et de la France notamment, avec les récentes tensions et désaccords qu'il y a eu avec les États-Unis, est-ce que selon vous l'Union européenne est en train de devenir un acteur stratégique autonome sur le dossier ukrainien ou est-ce qu'elle reste quand même très dépendante des décisions américaines? Elle le restera, à mon avis, mais cependant, on voit bien que les finances depuis 2025, ça par contre, ça a été montré par les chiffres, sont fournies par l'Union européenne. Voilà, ça c'est clair. Les Européens financent cette guerre, enfin du moins les contribuables européens, pardon, et qui fournissent cet argent bien malgré eux. Et donc, la question, c'est évidemment, on peut considérer que l'Union européenne, c'est un peu, l'Europe en tout cas,
sera le marron de la farce de toute cette histoire. Mais c'est toute l'histoire du Maïdan, enfin en tout cas de cette guerre depuis le début. Parce que juste pour faire très court, le Maïdan permet un fossé qui se crée entre l'Europe et la Russie pour très longtemps. C'est détruire la coopération, notamment italo-russe et germano-russe, qui étaient des deux grands partenaires de la Russie les plus importants. La France était quand même un partenaire important, mais quand même bien loin derrière ces deux-là. Donc c'est créer un fossé, ça jouait évidemment, c'était une carte américaine qui était jouée, et là évidemment c'était contre, et tout ça est contre l'Europe. Donc de toute façon ils sont déjà les marrons de la farce, et peut-être qu'ils le seront encore un peu plus. Par contre la question c'est, est-ce qu'ils vont décider, il faut encore, c'est un peu le joueur qui met une pièce dans sa machine à sous dans un casino, et qui peut plus s'arrêter, et qui se dit, mince, il me reste 5 pièces dans la poche, mais si je les joue, je les perds peut-être, mais si je les joue, je vais peut-être gagner. Donc c'est à peu près la situation de ces dirigeants-là. Et bien sûr, la défaite, ça c'est marrant parce que le chancelier allemand l'a dit, si on ne finance pas maintenant, peut-être qu'on devra payer plus tard. Il ne parlait pas d'argent ici, il parlait du système lui-même. Les lézards sont apparus, cette défaite sera très grave, la vérité va aussi faire son chemin. Je parle du Maïdan, la répression, assassinat, torture, etc. Enfin, ce qu'est et ce qu'a été cette Ukraine-là, les criminels de guerre, etc., ça fera son chemin. Bon, voilà un peu où on en est. Ce qui m'étonne, moi, beaucoup, c'est que finalement, il n'y ait pas de voix modérée dans ce Parlement européen qui puisse être assez forte pour dire cessons cela, arrêtons. Ça me surprend quand même. On a quand même quelques pays, on le sait, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie, qui ont quand même émis quand même des voix assez fortes. Mais en Occident, ça me surprend, il n'y a aucune voix, on va dire, modérée, de bon sens. C'est assez incroyable, mais bon, voilà l'état de la situation. Et du côté de Moscou, quelle est selon vous l'actuelle stratégie? Est-ce que Vladimir Poutine cherche plutôt une victoire militaire totale ou une victoire politique suffisante pour pouvoir geler le conflit à son avantage? Geler le conflit, ça ne sera jamais à l'avantage de la Russie, de mon avis. Ensuite, je pense pas que la stratégie de la Russie maintenant que l'opération spéciale a été lancée, donc il faut il faut boire le calice aussi avec l'Ali. C'est-à-dire que je pense pas que la Russie à ce moment-là s'était dit que la guerre pourrait durer aussi longtemps. Donc là, la stratégie de la Russie, c'est d'abord, je l'ai déjà dit assez souvent, d'économiser ses forces, son capital humain. Pour l'instant, elle a fait qu'une mobilisation, une seule mobilisation. Il n'y en a pas eu de deuxième. Perdre le moins d'hommes possible et faire le plus de pertes à l'ennemi. C'est pour ça qu'on est aussi dans une guerre de position. Dans la logique, d'ailleurs, c'est souvent nos auditeurs nous ont demandé, mais pourquoi la Russie ne mobilise pas? Oui, c'est vrai, la Russie a 25 millions de réservistes. Allez, elle en mobilise 2 millions et ensuite elle en finit avec l'Ukraine. Oui, mais elle perdra peut-être 1 million de morts dans cette aventure-là pour avoir une victoire totale sur l'Ukraine et la conquérir. Or, ce n'est pas du tout l'objectif qui était dit par le président Poutine le 24 février 2022. Donc là, maintenant, la stratégie, c'est donner des coups les plus forts possibles. Enfin, c'était une guerre d'attrition, donc l'érosion, elle est mécanique, la frapper, et on voit une nouvelle stratégie, bombardement du complexe, bombardement stratégique du complexe énergétique, ferroviaire, industriel, et on voit que ça prend de l'ampleur. Et là, je pense que la Russie a changé quand même le braquet en se disant, bon, il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin, et c'est-à-dire qu'on frappe l'Ukraine dans ses infrastructures le plus fortement possible pour les mettre à genoux. Mais je pense que nous sommes partis quand même pour un temps long. La Russie, voilà un peu sa stratégie, elle doit éviter de perdre trop d'hommes. Hélas, de toute façon, elle en perdra beaucoup, en espérant qu'à un moment donné, l'Ukraine, faute de combattants, se mette à genoux. Mais bon, ça dépend pas de l'Ukraine, j'en suis persuadé. De son côté, en plus, Volodymyr Zelensky est totalement sous pression. Est-ce qu'il peut encore refuser toute concession territoriale sans risquer justement l'essoufflement du soutien européen et puis une fatigue de l'opinion ukrainienne aussi? Alors, quand il parle de la non-cession de territoire malgré la situation militaire, parce qu'il est bien entendu que, d'ailleurs, c'était l'enjeu de la conférence des ambassadeurs de 1923. Il y avait plein de tensions entre les petits États qui s'étaient formés, la Tchécoslovaquie, etc.
Cette conférence a décidé que les frontières, elles seraient tirées selon l'occupation des armées. Voilà, donc ça c'est clair. Et il est évident que les armes, voilà, sont ici, parlent et donc sont omniscientes, quoi. Voilà. Pour Zelensky, bien sûr, quand il parle de la non-cession, il fait plaisir aux bandéristes. Or, c'est une grande frange politique de l'Ukraine. Donc, ça lui permet aussi de lancer un message aux bandéristes en disant, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de paix. La guerre sera éternelle. Je précise que les Ukrainiens commencent à parler de plus en plus souvent d'un mythe qui s'appelle la guerre de 500 ans. Donc, dans ce mythe, la Russie mènerait une guerre depuis 500 ans à l'Ukraine. Bon, l'Ukraine n'existe que depuis 30 ans, bon, c'est comme ça. Mais il y a cette idée d'un peu de guerre éternelle, et puis on est quand même dans 12 ans déjà de guerre, hein. L'opération spéciale, c'est qu'un rebondissement avec l'intervention russe. Mais ça fait déjà 12 ans. On fêtera les 12 ans, enfin, si c'est une fête, hein, évidemment, c'est pas une fête, en avril 2026. 12 ans. Donc déjà, la guerre est complètement atypique dans le paysage historique militaire de l'Europe, et même du monde, en fait. Justement, dans les mois à venir, au niveau du rapport de force diplomatique qui tourne autour du conflit, est-ce que selon vous, qui a le plus intérêt à négocier? Est-ce que c'est Kiev? Est-ce que c'est Moscou? Est-ce que c'est Washington? Et pourquoi? La Russie, bien sûr. Parce que la Russie a toujours joué la carte de la paix, c'est d'ailleurs ça qui l'avait poussé à signer les accords de Minsk 2. La Russie a intérêt, bien sûr, bien plus que les deux autres parties à la paix. Enfin, je parle parce que la Russie a besoin de construire son navire. La Russie va payer un prix très fort pour cette guerre. Et le peuple russe, bien entendu, veut bien sûr la paix. Il y a une sorte de mythe comme quoi les Russes sont assoiffés de sang, voilà, que ce sont des gens violents, etc. Ça, c'est un mythe. Voilà, ils sont pas plus violents que les autres Européens. Enfin, voilà. Donc, la Russie, à mon avis, a besoin de cette paix, mais elle ne veut pas cette paix à n'importe quel prix. Donc, elle veut des garanties pour qu'il n'y ait pas de guerre après. Donc, finalement, quelque part, la Russie est celle qui veut le plus la paix, ça j'en suis persuadé, mais celle qui ne la, veut dire, elle sera pas galvaudée cette paix, parce que si elle l'est, la Russie aura une autre guerre sur les bras avant 20 ans. Donc vraiment, la Russie ici, son enjeu, c'est son futur. Et c'est pour cela que, à mon avis, c'est un peu le drame justement de cette position. D'un côté, le fait que la Russie doit avoir des garanties de sécurité très fortes. Elle doit neutraliser le proxy ukrainien américain, et qui était un point armé très dangereux, enfin qu'il est toujours, et elle doit assurer l'avenir de ses enfants. L'Ukraine, alors de quelle Ukraine on parle? Si c'est celle de Zelensky, bon, bien sûr, lui, il a intérêt à ce que la guerre elle dure le plus longtemps possible. Washington, la même chose. Pourquoi? Parce que cette guerre, plus elle sera longue, plus les États-Unis seront sûrs d'avoir affaibli la Russie suffisamment. Et plus la guerre sera longue, plus il est évident que cette Russie sera fatiguée et épuisée, en sachant que nous, on est des mortels qui avons peu de capacité de se projeter très loin, mais dans 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il se passera beaucoup de choses. La lutte hégémonique a déjà commencé depuis longtemps. Autrefois, elle était depuis très longtemps dans les mains des Anglo-Saxons. D'abord l'Empire britannique, ensuite les Américains. Là, on voit bien que ce système a des fissures. On voit pourquoi Trump est en train, entre guillemets, d'agiter, d'allumer des feux un peu partout, d'affoler un peu tout le monde. On voit aussi où est-ce qu'il veut en venir. Et quelque part, c'est les nations qui contrôleront les ressources les plus importantes qui restent à prendre dans le monde pourront prolonger leur hégémonie assez longtemps. Donc, voilà, je pense que les États-Unis, malgré les sourires, nous pourrions être des amis, nous avons intérêt à collaborer. En réalité, les États-Unis, si les Européens payent la facture, que des Ukrainiens et des Russes meurent en masse et que la Russie finit affaiblie, eh bien, ils applaudiront. C'est assez certain. Et là, c'est pas question de Trump, quel que soit le dirigeant américain, c'est la même chose, de mon avis. C'est plutôt un rapport de force États-Unis-Russie que sur le plan personnel Trump-Poutine. Oui, d'autant qu'en plus, bien sûr, l'hégémonie, là, on parle plus d'un combat entre les deux blocs, soviétique et capitaliste. Enfin, voilà,
démocratique. Là, c'est la Chine, d'autres pays bien plus puissants, voilà, arrivent et ils sont même pas arrivés. Ils sont déjà en train de prendre cette hégémonie d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer qui sont évidemment pas ici contrôlables. Bon, les États-Unis ont beaucoup d'avantages. La petite Europe, enfin, je pense, sera encore une fois la dinde qu'on va farcir. Hein, c'est à peu près comme ça que je le vois. Hélas, hein, hélas, triple fois hélas, bien Mm. sûr pour l'Europe et surtout pour la France. Pour terminer justement cet entretien, si on se projette sur fin 2026, le scénario le plus réaliste est-il plutôt une victoire claire, un gel du conflit, mais ça vous l'avez plutôt écarté, ou une guerre prolongée, encore une fois? À quoi on doit s'attendre? Moi, je pense vraiment à la prolongation de ces guerres. Pourquoi? Bon, déjà, les dirigeants européens, ils ont mis de l'argent sur la table, et derrière cet argent, il faut penser qu'il profite à des gens. Donc marchands d'armes, et il y a tous ceux auxquels on ne pense pas. Une armée, il faut qu'elle se nourrisse. Une armée, il lui faut, des ressources, il lui faut du pétrole, de l'essence, il lui faut tout ça évidemment, ça profite à des gens. Il y a des contrats et cetera. Enfin bon, voilà, c'est assez énorme. Donc puis après, il y aura évidemment la reconstruction de l'Ukraine. Alors là, c'est encore beaucoup d'argent, qui ira dans certaines poches. Donc ça, il faut bien voir quand même que c'est vraiment un élément qui fait qu'ils vont en vouloir pour leur argent. 1 an de guerre, on en veut pour notre argent. C'est à mon avis comme ça que ça se passera. Donc, on le voit bien dans finalement Zelensky, c'est très bien quand il va par exemple, aux Émirats arabes, unis, à Abu Dhabi, quand il dit, par exemple, qu'il ne veut pas céder de territoire parce que c'est la constitution ukrainienne qui l'en empêche, en réalité, c'est très bien qu'il bloque, les négociations de manière définitive, qu'il verrouille ces négociations. Donc je pense que c'est juste un jeu diplomatique, on décide quelques petites, «mesurettes» entre guillemets, genre échange de prisonniers, échange de corps et cetera, et puis ça permet de maintenir un peu l'illusion, par exemple, que l'Ukraine voudrait vraiment la paix ou les Américains ou voilà. Les Russes, eux, la veulent, hein, ça j'en suis persuadé. Mais je pense qu'on est parti pour un scénario long, ce qui est dramatique, hein, parce que je parle de 12 ans de guerre, déjà. Pas avant, à mon avis, 2027, 28, 29, 2030. Je rappelle quand même que je crois que c'est Merz, mais peut-être aussi von der Leyen, ont précisé qu'ils étaient, prêts à financer cette guerre, jusqu'en 2030 s'il le fallait. Est-ce que l'Ukraine pourra supporter les pertes militaires jusque-là? En tout cas, peut-être que cette guerre s'arrêtera faute de combattants. Ça, c'est une possibilité. Mais en tout cas, tant que l'Ukraine peut envoyer ses enfants au massacre, elle le fera. Et tant que les Européens voudront mettre l'argent sur la table pour financer cette hécatombe, eh bien, ça continuera. Et il y a des intérêts, j'en suis persuadé, qu'on ne comprend pas, qui sont souterrains, par rapport justement à ces lobbying qui vivent de cette guerre, qui font qu'il y a quand même pas mal de gens, voilà, qui sont intéressés à ce qu'elle perdure. Il faut se rappeler de la guerre 14-18 où des fortunes énormes se sont faites, notamment, les marchands de canons, de munitions. Je rappelle un petit fait qui est peut-être pas trop connu, mais c'est juste un exemple, hein. C'est que toute la production de vin du Languedoc, en 1907, il y avait eu des manifestations terribles, presque insurrection du Languedoc parce que le vin ne se vendait pas. Eh bien, tout ce surplus a été liquidé par la guerre et le Languedoc, voilà, les soldats ont bu ce vin et l'État l'a payé, ils ont fait des emprunts pour le payer, et cetera. Donc ça va très, très loin, hein. On pense pas toujours à tout, mais voilà, il y a des fortunes qui se font et là, bien sûr, les acteurs sont peut-être pas toujours là où on pense. C'est-à-dire que si on met Zelensky, Trump et monsieur Poutine, dans une salle, c'est peut-être pas eux justement qui peuvent justement tout décider. Derrière, il y a plein de choses qui sont à prendre en ligne de compte et hélas, ici, c'est très difficile. Voilà, d'aligner en fait, tous les intérêts. Maintenant, bon, voyons voir, mais moi je suis assez persuadé qu'au moins jusqu'en 2027 et c'est un minimum pour moi. Je me trompe peut-être, je l'espère pour les Russes, je l'espère pour les Ukrainiens, je l'espère pour tout le monde, mais je suis pas sûr que et là je pense que je pourrais avoir raison. Eh ben, Monsieur Braillard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir partagé votre expertise. Et puis on espère vous revoir prochainement sur Omerta. Merci à vous de l'invitation, ce sera toujours avec le plus grand plaisir. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain!